Bon, bah écoutez, dans l'intervalle encore, donc je te laisse. Oui, oui, bien sûr. Alors, monsieur Roux Alexandre. Il faut la installer, j'ai pas de compte. Donc, monsieur Roux Alexandre de Paris qui va nous présenter la prédiction du phénotype clinique de la prise en charge et de la survie à partir d'un atlas cérébral probabiliste d'imagerie par résonance magnétique des glioblastomes IDH non mutés supratentoriels de l'adulte. D'accord. Oui, Alexandre, allez-y, mettez-vous en position dans les starting blocks là, et présentez-vous rapidement. Déjà vous êtes neurochirurgien, je présume. Oui. C'est laquelle? C'est celle-ci, oui, c'est ça. Il est... Voilà. Il est allumé normalement. Voilà. Merci. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie nationale de chirurgie, chers maîtres, chers confrères, j'ai l'immense honneur de vous présenter mon travail de Master 2 réalisé sous la supervision du professeur Joanne Palu du GHU Paris, hôpital Sainte-Anne. Et pardon, je me présente, vous m'avez demandé, Alexandre Roux, interne DES de neurochirurgie à Paris en 9e semestre. Ce travail a été réalisé au sein de l'équipe IMABRAIN de l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, Université de Paris. Alors, le glioblastome est la tumeur cérébrale primitive du système nerveux central la plus fréquente et la plus agressive auquel nous sommes confrontés en pratique clinique quotidienne avec une incidence en France d'environ 5 cas pour 100 000 habitants par an. Contrairement au gliome diffus dit de bas grade de malignité, l'épilepsie révélatrice de cette tumeur cérébrale est moins fréquente et moins étudiée, bien moins étudiée dans la littérature. Le neurochirurgien tient une place centrale et j'allais dire systématique dans la prise en charge des glioblastomes puisqu'il propose et délivre aux patients un traitement neurochirurgical premier, l'exérèse neurochirurgicale lorsqu'elle est possible, dont l'étendue de résection est directement corrélée avec les résultats dits oncologiques sur la survie globale et sans progression. Une nouvelle classification de ces tumeurs du système nerveux central, celle de l'OMS de 2016, a mis au premier plan la biologie moléculaire dans la stratification des tumeurs cérébrales et en particulier de celles des gliomes dits de haut grade. Un gliome de haut grade qui sont des tumeurs extrêmement infiltrantes. Vous avez ici un glioblastome IDH non muté bifronto-calleux qui touche donc les deux lobes frontaux via le corps calleux. Et vous pouvez constater aussi qu'il s'agit d'une tumeur extrêmement hétérogène, à la fois sur le plan anatomopathologique, mais sur le plan radiologique, puisque vous pouvez voir les différentes composantes tumorales de la prise de contraste ici, annulaire, qui entoure la lésion macroscopiquement visible, de la nécrose au centre de la tumeur qui ne se rehausse pas par l'injection de gadolinium sur ces séquences. Et sur cette séquence-là, qui est distincte, la séquence T de Flair, on voit un important œdème périlésionnel qui correspond en fait à une agression du parenchyme cérébral, une réaction œdémateuse de ce dernier, mais également d'une infiltration microscopique tumorale. Donc l'objectif principal de ce travail de master a été la mise au point d'un atlas, le développement méthodologique, en fait la mise au point d'un atlas cérébral tridimensionnel probabiliste des glioblastomes supratentoriels de l'adulte, IDH non muté effectivement, avec comme objectif secondaire de pouvoir corréler les données de cet atlas avec des données cliniques d'intérêt, à savoir des données démographiques, moléculaires, épileptiques et d'étendue de résection. Ce travail a été publié en 2019 dans une revue internationale de rang A, la revue Radiology. Préalablement à la réalisation de ce travail, nous avons donc déclaré ce dernier auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et obtenu toutes les autorisations nécessaires à la recherche biomédicale en France, à savoir celle du CCTIRS, de la CNIL et du CPP. Sur les 533 patients potentiellement éligibles de notre étude, nous avons pu bénéficier à partir d'un financement extérieur du Cancéropole Île-de-France, une relecture anatomopathologique et histomoléculaire afin de mettre à jour ces tumeurs du système nerveux central selon la classification OMS 2016 dont j'ai parlé en introduction. Nous avons dû exclure 118 patients, 109 faute de réalisation de traitements oncologiques adjuvants de référence, qui est le protocole de radiochimiothérapie concomitante dit de Stupp, et 9 patients pour l'identification, suite à cette relecture anatomopathologique et histomoléculaire, d'une mutation du gène IDH, donc qui sont des tumeurs complètement différentes et traitées différemment. Sur les 415 patients restants, 23 ont été exclus, faute d'IRM préopératoire disponible dans notre centre, IRM préopératoire réalisé dans des centres partenaires du GHU Paris, hôpital Sainte-Anne, et qui n'ont donc pas été réalisés avant l'intervention dans notre service. Au total, 392 patients sont inclus dans l'analyse finale. Donc la première étape de ce travail de master a été tout d'abord manuelle, avec la sélection individuelle de ces examens d'imagerie, suivie d'une procédure d'anonymisation de ces derniers.
La deuxième étape a été automatique. Nous avons cherché à l'automatiser à partir de scripts de programmation en langage Python afin de pouvoir convertir de façon simultanée ces données d'imagerie du format DICOM, le format brut d'imagerie, au format Nifty, indispensable dans le traitement d'images ultérieures que je vais vous présenter. Nous avons par ailleurs respecté la nomenclature internationale de référence, la nomenclature BIDS pour Brain Imaging Data Structure, qui est la nomenclature de référence en neurosciences pour faciliter les échanges de données, pour faciliter donc l'analyse en big data. Voici une première illustration de la deuxième étape de ce travail, la procédure de segmentation tumorale que nous avons cherché à semi-automatiser à partir du logiciel en libre accès Mango, où nous avons pu identifier différentes composantes tumorales dont j'ai parlé en introduction, la prise de contraste, ici représentée, la nécrose qui est au centre de la tumeur et qui ne se rehausse pas par l'injection de produits de contraste, la lésion que nous avons appelée lésion, qui est en fait l'association de la prise de contraste et de la nécrose, et qui est en fait le tissu macroscopiquement visible en péropératoire et qui est donc le tissu tumoral dit charnu. Par ailleurs, à partir des séquences vertes, nous avons identifié l'œdème péritumoral dont j'ai parlé en introduction, qui correspond à l'infiltration péritumorale. Nous avons donc enregistré individuellement chacune de ces régions d'intérêt, et ainsi que les volumes segmentés, tout en respectant cette nomenclature internationale, la nomenclature BITS. Voici une illustration des différentes étapes de cette segmentation tumorale que nous avons semi-automatisée avec des checkpoints, des points de contrôle par un opérateur afin d'en garantir la qualité et de corriger éventuellement des erreurs de segmentation. Voici ici un résultat final d'un exemple de patient porteur d'un glioblastome pariétal gauche. Vous avez ici la segmentation tumorale de la prise de contraste qui est faite, de la nécrose centrotumorale et de l'association de l'union de cette dernière. Troisième étape de ce travail fut la procédure de normalisation spatiale, là encore que nous avons cherché à semi-automatiser à partir du logiciel en libre accès SPM12 et de deux outils, en sont 5, Clinical Toolbox et Dartel. Ces procédures vont permettre de recaler les imageries préopératoires que vous voyez ici sur un espace dit de référence qui est le template MNI 152 produit par l'université McGill de Montréal, et à partir de différentes étapes de transformation, tout d'abord non linéaires puis linéaires, permettent de recaler ces images pour ressembler à, j'allais dire, au cerveau sain de référence par des algorithmes donc de déformation non linéaire qui vont corriger dans les 6 plans de l'espace, mais ensuite vont pouvoir corriger le parenchyme cérébral, et vous voyez que la déformation du parenchyme cérébral se réduit progressivement afin de pouvoir ressembler au mieux, même si c'est jamais parfait, au cerveau sain. Pardon. Concernant les principaux résultats de ce travail, nous avons pu, par la suite, en sommant l'ensemble de ces régions d'intérêt, obtenir des cartes de fréquence spatiales, mais également en introduisant une méthodologie statistique de comparaison de voxel à voxel, de cartes probabilistes statistiques, à partir, là encore, d'un logiciel en libre accès, NMIStat, qui, par des tests statistiques distincts selon le type de variable étudiée, vont permettre d'identifier les zones significativement associées à un surrisque clinique, dont je vais vous présenter certains des exemples que nous avons pu étudier. Bien évidemment, nous avons respecté les paramètres recommandés dans la littérature pour pouvoir garantir la qualité statistique de ces résultats. Donc voici une illustration de la première carte de fréquence spatiale que nous avons obtenue, celle de l'ensemble des patients de notre étude. Vous pouvez voir ainsi que les glioblastomes touchent l'ensemble. Vous avez ici la fréquence d'atteinte au niveau du parenchyme cérébral, que les glioblastomes IDH non mutés vont toucher l'ensemble des hémisphères cérébraux, avec dans notre étude une prédominance hémisphérique droite assez majeure, et des faits tout à fait intéressants et bien connus dans la littérature. On sait que les glioblastomes IDH non mutés naissent de la région dite périventriculaire, au niveau des ventricules cérébraux, au niveau via les cellules souches gliales sous-épandymères. Eh bien, on voit bien que les glioblastomes ont, de façon très importante, un contact avec ces zones périventriculaires. Voici une autre carte de fréquence, carte fréquentielle, d'un sous-groupe de patients dont les glioblastomes ont été révélés par une crise d'épilepsie. 26% dans cette étude, soit 102 patients. Vous pouvez là encore constater une prédominance hémisphérique droite de ces glioblastomes, mais cependant, de façon plus élective, la région dite centrale, droite, la région temporale antérieure, insulaire, postéro-inférieure sont également surreprésentées, en tout cas sur ces cartes de fréquence spatiale. Cependant, une conclusion ne peut être faite sur des analyses de fréquence. Il est donc indispensable de proposer, de réaliser, ce que nous avons fait, une analyse statistique de corrélation de voxel à voxel pour identifier les zones statistiquement significativement associées à un risque de présentation épileptique de la maladie. Et nous avons pu identifier ainsi le gyrus temporal, la partie antérieure, du gyrus temporal supérieur droit, mais également le pourtour de la partie antérieure du sillon temporal inférieur droit, comme significativement associé à un risque épileptique. Par ailleurs, la partie
partie antérieure du gyrus parahippocampique et donc les régions dites temporomésiales ont également été identifiées dans ce travail. Fait intéressant que nous avons pu constater en pratique clinique, la partie très latérale du gyrus précentral ressort significativement comme une localisation au risque de crise épileptique. Par ailleurs, la partie latérale du pourtour du sillon post-central ressort significativement, de même que la partie très postérieure et inférieure du lobule dit paracentral. Autre carte probabiliste statistique que nous avons étudiée, qui nous a permis, si vous voulez, de valider intellectuellement notre modèle sur le plan méthodologique, celle des glioblastomes qui ont pu bénéficier d'une exérèse macroscopiquement complète de la prise de contraste et de la nécrose, donc de la lésion. Vous pouvez voir ici que sont associés à une probabilité statistiquement significative d'exérèse complète les glioblastomes localisés au niveau de la région de la quasi-totalité du lobe temporal droit, mais également de la région dite frontopolaire droite, ici représentée, région anatomique, historiquement bien connu de la communauté neurochirurgicale dans un hémisphère qui est dit non dominant, dans des zones qui sont dites à moindre éloquence fonctionnelle, et permettant ainsi aux neurochirurgiens sous anesthésie générale de prendre une marge de sécurité au même titre que les chirurgiens oncologues thoraciques, gynécologiques ou hépatobiliaires. En conclusion de ce travail, nous avons pu mettre au point une méthodologie d'atlas cérébral tridimensionnel probabiliste des glioblastomes IDH non mutés de l'adulte à partir d'une routine d'organisation standardisée de données d'imagerie, de procédures de segmentation tumorale et une normalisation spatiale que nous avons cherché à semi-automatiser pour un gain de temps et une utilisation en pratique clinique quotidienne, afin d'aboutir à des analyses à la fois fréquentielles mais également probabilistes statistiques. Ce travail est poursuivi à l'heure actuelle par une thèse de sciences que je mène au sein de l'école doctorale Paris-Descartes, non plus en population exclusivement adulte, mais sur l'ensemble de la population porteuse de ces gliomes de haut grade, à la fois la population pédiatrique, adolescente et donc adulte. Ceci grâce à un partenariat avec l'hôpital Necker Enfants Malades, l'Institut Curie et l'Institut Gustave Roussy. L'objectif principal de cette thèse de science sera de produire, je l'espère, des analyses dites radiomiques de corrélats entre topographie de ces tumeurs gliales de haut grade et des anomalies de biologie moléculaire, de réaliser des études dites de prédiction, c'est-à-dire de pouvoir prédire la résécabilité chirurgicale avant le geste, mais également de prédire le risque épileptique aux différentes étapes de la prise en charge de ces maladies, d'étudier la cinétique de croissance tumorale à partir des IRM itérativement réalisés lors du suivi neurochirurgical et ou neuro-oncologique médical, mais également d'étudier la prévalence des anomalies veineuses de développement dans ces gliomes. L'objectif final sera, on l'espère, de pouvoir identifier des marqueurs dits théranostiques, c'est-à-dire qui vont pouvoir modifier activement la prise en charge neurochirurgicale, neuro-oncologique médicale ou de radiothérapie pour ces patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention et souhaiterais remercier la Société française de neurochirurgie pour son soutien dans la réalisation de ce travail. Merci. Merci Alexandre pour ce travail qui dépasse de loin, bien sûr, toutes mes compétences pour une affection qu'on connaît, dont on connaît la gravité. Manifestement, c'est sous-tendu par une étude, on va dire, scientifique absolument au-dessus de tout soupçon et on ne peut être que muet devant l'intensité du travail que vous nous avez présenté. Monsieur le secrétaire perpétuel. Oui, d'abord, félicitations pour votre présentation qui est absolument remarquable, tant sur la forme que sur le fond. Moi, j'ai 3 questions, en fait. Est-ce que vous savez pourquoi il y a donc plus de glioblastomes à droite? Première question. La deuxième question, est-ce que ce travail a déjà des implications dans la prise en charge des patients? Et la troisième question, est-ce que cette analyse des data prend du temps médecin? Est-ce que c'est long, l'analyse des images, le travail des images? Alors, merci pour votre question. Donc, pour la première, je n'ai pas de réponse franche à c'est effectivement le commentaire que nous ont fait les reviewers. Pourquoi cette prédominance à droite, alors qu'en général, on n'a pas vraiment de zone plus élective? Notre hypothèse serait que donc c'est une pathologie, les glioblastomes IDH non mutés, contrairement aux IDH mutés, qui concernent des sujets plus âgés. Parfois, l'hémisphère gauche est historiquement considéré comme un hémisphère donc dominant pour le langage notamment, et à zone plus fortement éloquente, avec un risque chirurgical accru. Chez un patient, je prends un exemple assez caricatural, un patient de 90 ans qui aurait un glioblastome dans le carrefour temporopariétal gauche, par exemple, on peut être amené à ne pas lui proposer de geste chirurgical, par exemple, au risque de l'aggraver sur le plan neurologique, et donc de ne pouvoir avoir d'analyse anatomopathologique et ainsi d'être inclus entre guillemets dans cette étude. Donc peut-être que c'est la seule hypothèse que nous retrouvons. En tout cas, il n'y a pas de lien dans la littérature retrouvée sur une prédominance hémisphérique droite. Donc c'est la seule hypothèse. C'est peut-être qu'on n'a pas d'histologie, ou moins d'histologie, pardon,
pour les patients lorsque ces tumeurs sont localisées du côté gauche. Donc ce serait entre guillemets un biais entre guillemets. Pour votre deuxième question, c'est qui concerne application à la prise en charge clinique et temps médecin. Alors pour la prise en charge clinique, la principale que nous sommes en train d'étudier à l'heure actuelle, c'est sur le risque épileptique. C'est pour ça que je voulais un petit peu insister. On a étudié plusieurs paramètres cliniques dans ce travail publié. On s'intéresse beaucoup à l'épilepsie tumorale à Sainte-Anne, et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir identifier les patients. Vous savez que les patients porteurs de tumeurs cérébrales, actuellement, les recommandations nord-américaines de l'AAN, de l'Agence américaine de neurologie, ne recommandent pas l'introduction systématique d'un traitement antiépileptique chez un patient porteur de tumeurs cérébrales. Cependant, il y a des patients qui pourront en bénéficier parce qu'ils vont développer une épilepsie qui parfois peut être réfractaire en laissant une épileptogénèse se créer chez ces patients. Et nous aimerions pouvoir identifier, mais il faudrait, je pense, encore un autre travail un peu plus précis sur l'histoire naturelle de l'épilepsie chez ces patients avec un suivi, évidemment. Là, on est uniquement sur un mode de révélation, de pouvoir identifier les patients à risque épileptique et donc de cibler une population chez qui on introduirait un traitement antiépileptique, notamment ces patients avec des tumeurs temporales, temporomésiales droite et de la région dite centrale. Peut-être que ces patients-là bénéficieraient d'une prophylaxie antiépileptique, donc dite primaire, plutôt que des patients qui n'auraient pas qui auraient une tumeur, un glioblastomie DH non muté, d'autres topographies. Et enfin, pour le temps médecin, c'est pour ça que nous avons essayé au maximum d'automatiser ces procédures. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune possibilité d'automatisation complète, et c'est effectivement quelque chose d'assez chronophage. Ça a pris du temps. On a commencé à travailler en 2015, donc publié en 2019, donc c'est vrai que c'est long. Et je peux pas vous mentir, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est à peu près 20 minutes pour un patient. Donc en pratique clinique quotidienne, quand on fait l'ensemble du travail, il y a eu le développement méthodologique qui a pris beaucoup plus de temps, évidemment, c'était l'objet du travail de master. Et ensuite le travail brut, j'allais dire, de segmentation, de normalisation, prend environ, on va dire, pour un patient, au moins 20 minutes. 20 à 30 minutes, on va dire, pour une fourchette. Et donc difficile en pratique clinique. Tout d'abord, bravo pour la qualité de ce travail, tant pour la présentation d'ailleurs, que la clarté de la présentation, que pour évidemment la qualité scientifique de ce travail. Alors, j'avais plein de questions à vous poser, mais elles ont été posées, donc finalement j'en ai plus beaucoup, notamment sur l'épilepsie, où ça me semble vraiment fondamental, tout à fait, parce que on sait à quel point c'est contesté la prise en charge de ces traitements, etc., avant et après résection. Alors, ma question, par contre, elle se limite. J'ai bien compris que votre modèle peut-être pourra prédire la résécabilité de certaines tumeurs cérébrales, c'est-à-dire notamment à quel prix, quoi. Et ça en vient à ma question, c'est outre la résécabilité oncologique, est-ce que ce modèle permettrait, alors là c'est un peu le chirurgien pathobiliaire qui parle, mais peut-être de faire des résections entre guillemets plus économiques qui peut-être auraient moins de séquelles fonctionnelles? C'est une question très profane, je ne sais pas. Tout à fait, c'est une très bonne question, parce que c'est une question qu'on se pose chez tout patient qui est porteur d'une tumeur cérébrale, c'est quel bénéfice allons-nous lui apporter par l'exérèse sans l'aggraver sur le plan neurologique, parce que effectivement, comme on l'a dit effectivement pour les tumeurs de l'hémisphère gauche, c'est une problématique qui est encore plus importante, mais ça l'est tout autant finalement pour l'hémisphère droit qu'on connaît de mieux en mieux sur le plan fonctionnel. C'est pourquoi on essaye, lorsque cela est possible, essentiellement sur l'état général du patient, de proposer des chirurgies en conditions éveillées, en réveillant les patients, en monitorant la fonction cérébrale, puisqu'on sait qu'en enlevant ces tumeurs cérébrales, en monitorant en péropératoire la fonction neurologique, on peut préserver cette dernière et donc ainsi éviter les complications neurologiques désastreuses qui peuvent être celles de la neurochirurgie en zone éloquente. Donc j'allais dire, finalement, la principale réponse à votre question, c'est pas sur finalement cet atlas-là que nous allons avoir cette réponse, mais par, je pense, des outils péropératoires qui nous permettront d'optimiser cette résection tout en monitorant la fonction, et c'est finalement, je pense, une procédure qui devra se faire de plus en plus. Il faudra de plus en plus réveiller les patients. Ça prend pas forcément beaucoup plus de temps, mais ça permet une sécurité d'exérèse, et effectivement, quitte à proposer une exérèse subtotale, en laissant un petit bout, entre guillemets, qui n'est pas accessible parce que infiltrant une zone éloquente, mais au moins un patient qui ira bien en post-opératoire et qui pourra avoir le traitement oncologique, ce qui ne sera pas le cas si le patient est détérioré sur le plan clinique. Dominique et monsieur derrière. Moi j'avais une petite question, c'est qu'est-ce qui gêne l'automatisation pour l'instant, parce que ça doit être réalisable quand même. Alors, l'automatisation, ce qui gêne, la segmentation tumorale, comme je l'ai dit en introduction, pour le glioblastome, ça fonctionne très bien, la segmentation totalement automatisée dans les gliomes dits de bas grade, où vous avez juste un hypersignal flair, donc c'est-à-dire une anomalie blanche sur l'IRM. Le glioblastome, c'est une tumeur qui est extrêmement hétérogène, je l'ai présenté. Vous avez à la fois de la prise de contraste sur la séquence T1, vous avez de la nécrose qui est en hyposignal, et vous avez de l'œdème à la fois en flair, qui est aussi de la maladie en fait, microscopiquement visible, microscopiquement infiltrante le parenchyme cérébral. Le principal problème méthodologique, c'est
cette hétérogénéité radiologique qui ne permet pas à l'heure actuelle une automatisation complète. Il y a des équipes qui ont travaillé dessus, notamment l'équipe de Berne, avec qui nous avons essayé de travailler, mais pour l'instant leur algorithme n'est pas au point. Et les seules possibilités seraient de pouvoir intégrer énormément de séquences préopératoires qui sortent de la routine clinique, c'est-à-dire dans le cadre de protocoles de recherche avec une dizaine de séquences préopératoires, par exemple, pour pouvoir l'automatiser. Mais est-ce que c'est finalement légitime de proposer à un patient une IRM plus longue avec d'autres séquences pour simplement entre guillemets segmenter alors que des procédures semi-automatisées, c'est une question. Et pour la normalisation, je connais moins la littérature à ce sujet, notamment parce que ça a été un peu le premier travail de normalisation des tumeurs cérébrales qui vont déformer le parenchyme. Et donc c'est vrai qu'on a dû vraiment mettre au point avec l'équipe d'ingénieurs d'Imabrain quelque chose d'un petit peu artisanal pour pouvoir corriger le parenchyme cérébral. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'équipe vraiment qui travaille sur ça, ou en tout cas à ma connaissance, ou qui ait publié des résultats. Donc on était un peu limité par ça. Merci. Johan Palu, je suis neurochirurgien. J'ai œuvré aux côtés d'Alexandre Roux sur ce travail et je me permettrai quelques compléments d'information, notamment la question de la disponibilité et du temps médecin. On voit effectivement que la segmentation, c'est quelque chose de très chronophage et qu'on n'arrive pas encore à automatiser. Et là, on se heurte finalement, en toute sympathie bien sûr, avec nos collègues radiologues, parce que c'est un temps qui est conséquent et qui n'est pas disponible en routine clinique. Et c'est aussi pour ça que nous avons publié ce travail dans Radiology. Quand on est neurochirurgien, ça donne une certaine dose de patients, je vous garantis de publier dans Radiology. Mais l'idée, c'était d'arriver à démontrer cet intérêt pour qu'il nous aide à avoir ces données au quotidien. Donc c'est la première raison pour laquelle ce n'est pas encore disponible. La deuxième raison vient sur le commentaire sur l'épargne fonctionnelle tout autant que l'étendue de la résection. Nous sommes en train d'adjoindre à cet atlas anatomique les résultats cognitifs, puisqu'on a fait des bilans cognitifs exhaustifs avant et après résection, et on aura également des cartes chez qui on aura des patients qu'on aura aggravés, des patients éventuellement améliorés, et là encore, on va avoir des zones rouges, il ne faut pas y aller parce qu'on aggrave notre patient à coup sûr, ou à l'inverse, des zones vertes, on peut y aller, on l'aggrave jamais. Et là, on va faire l'adjonction de ce que je peux enlever en termes de résultats anatomiques et ce que je peux enlever en termes de résultats fonctionnels, et ça va guider la décision, sachant que l'acte et le respect fonctionnel restera toujours au cours de la chirurgie avec ces cartographies préopératoires. Merci mon cher collègue de ces précisions. Enfin, je voudrais vous rassurer là. Effectivement, il faut discuter avec les radiologues et leur faire passer un certain nombre de messages. Mais ici, à l'Académie nationale de chirurgie, notre apothème, c'est faire dialoguer les savoirs. Voyez, donc c'est finalement la quintessence de ce que vous venez de dire. En tous les cas, bravo monsieur pour cet excellent travail et nous attendons là aussi la suite avec beaucoup d'intérêt.